dans toute la suite de la formation, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Si jamais à un moment je vais trop vite ou si ce que je dis n'est pas clair. Donc, pour commencer, le neurone artificiel, juste pour rappel, c'est une fonction mathématique, donc rien de plus compliqué, et c'est juste qu'elle a quelques spécifications. C'est-à-dire que déjà c'est une fonction vectorielle, elle prend en argument un élément de R puissance n, ou n est un entier arbitraire non nul, et elle renvoie a priori un autre vecteur, donc de R puissance m. Dans la suite, moi j'utilise la notation plutôt y appartient à R. Je suppose que ma fonction renvoie des scalaires. C'est juste plus simple pour une notation, mais ça se généralise facilement. Bon. C'est pas n'importe quelle fonction quand même, mon neurone artificiel. Donc ce qu'on vous avait expliqué à la précédente formation, c'est sur les réseaux de neurones, c'est qu'en fait c'est la composition d'une fonction d'activation qui est appelée G et qui a pour particularité de ne pas être linéaire, par une combinaison affine. Les paramètres de cette combinaison affine, donc il s'agit d'un biais et de poids qui viennent coefficienter les différentes composantes du vecteur qui est donné en argument à ma fonction neurone. Et le résultat, c'est le résultat de ma fonction. Voilà. Donc juste la composition d'une fonction non linéaire et d'une combinaison affine. Une notation mathématique, donc là elles sont détaillées dans le cas d'un exemple, enfin dans le cas d'un vecteur en argument qui a 3 composantes. Donc on travaille de R puissance 3 vers R. Je ne vais pas trop les utiliser par la suite, parce que en fait pour les CNN, on va pas trop s'embêter avec le formalisme mathématique et toutes les notations un peu lourdes qu'on peut voir pour les réseaux de neurones. Alors, donc, quand vous avez un neurone, simplement, c'est une fonction, c'est-à-dire que ça va vous servir à exprimer une quantité scalaire à partir de votre argument. C'est-à-dire que vous, formellement, en fait, vous êtes en train de caractériser votre argument. Et puis, en général, vous avez envie de trouver plusieurs caractéristiques des données que vous êtes en train d'étudier, donc de l'argument, et donc vous allez utiliser tout simplement plusieurs fonctions pour faire ça. Donc formellement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer plusieurs neurones avec des fonctions différentes à chaque fois, qui représentent des fonctions différentes, et vous allez appliquer chacun de ces neurones au même argument. En sortie, vous allez donc avoir autant de sorties scalaires que vous avez de neurones, et vous allez pouvoir stacker toutes ces sorties pour en faire un vecteur. Le vecteur sorti de ce qu'on appelle la couche de neurones. Et graphiquement, on le représente comme ça, avec des flèches qui indiquent que chaque composante de l'argument est envoyée dans chacun des neurones. Et puis, donc juste là, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que intrinsèquement, ça revient juste à dire qu'on applique une fonction à un argument vectoriel. Mais ça devient tout de suite plus intéressant quand on commence à composer les couches de neurones. Donc, pour rappel, une couche de neurones, c'est juste une fonction qui va d'un espace vectoriel dans un autre. Et donc, ça permet très facilement de pouvoir les composer les unes après les autres. Donc, toujours à chaque fois en prenant des neurones qui ont leurs propres paramètres, donc, qui sont définis et qui sont indépendants les uns des autres. Et puis là, ce que vous obtenez, c'est une fonction, la fonction réseau de neurones. Son expression mathématique, dans le cas de représenter à l'écran, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est bien dégueulasse. Vous n'avez pas envie de calculer ça. Parce que rien que pour l'écrire, en fait, ça vous prend plein de lignes. Vous n'avez rien qui est factorisable, a priori. Toutes vos fonctions d'activation vous empêchent de simplifier la notation. Mais par contre, quand vous écrivez ça comme un réseau de neurones, graphiquement, vous comprenez très bien ce qui se passe. Vous voyez que chacune de vos composantes, elle passe d'un vecteur à un autre, d'un neurone à un autre, et qu'à la fin, tout est additionné, tout passe par des combinaisons affines pour vous renvoyer votre sortie. Donc ça, c'est l'intérêt du formalisme des réseaux de neurones. Quelque chose qui, algorithmiquement, va être très utile, très simple à implémenter, mais qui, mathématiquement, est compliqué, beaucoup moins simple à représenter. Bon, tout ça, ça faisait beaucoup de maths, donc juste pour vous consoler, voici un chat. Alors, c'est pas une image anodine. En fait, on va beaucoup travailler sur les chats pendant cette formation. Voilà. Parce que historiquement, les réseaux de neurones, ça a été découvert en étudiant les chats. Enfin, les réseaux de neurones à convolution, pardon. Maintenant qu'on a fait les rappels sur les réseaux de neurones, on peut passer à un problème général, le problème de la reconnaissance d'image. Alors, le titre est impropre, en vrai, c'est reconnaissance de motif. C'est-à-dire que vous regardez une image et vous essayez de trouver un motif dedans.
Votre motif, ça peut être un visage, ça peut être un animal, ça peut être une voiture, etc. Vous pouvez imaginer vraiment tout ce que vous voulez. Je vais commencer par parler de la manière dont biologiquement les êtres vivants, enfin, avec des fonctions cérébrales supérieures assez évoluées, arrivent à reconnaître des motifs. Donc c'est là qu'on va reparler des chats, notamment. Et puis après, en fait, on va en déduire un peu une manière systématique de reconnaître des motifs dans une image. Et donc, tout naturellement, ça va nous conduire à ce qui sera l'architecture d'un CNN, c'est-à-dire la manière dont on va algorithmiquement programmer un réseau de neurones pour qu'il fasse cette reconnaissance de motifs. Alors, une autre photo de chat, celle-ci elle est très importante parce que c'est la seule que je réutiliserai par la suite. Voilà. Puis en plus, il est très mignon, ce chat. Donc, vous voyez, il a la caractéristique de pouvoir reconnaître ce qu'il voit. C'est-à-dire que ce chat, quand il voit un être humain qui lui apporte à manger, il reconnaît que c'est un être humain. Et il se dit pas, c'est un arbre qui m'apporte à manger, c'est pas un oiseau non plus. La question, bien sûr, c'est comment il fait. Comment est-ce qu'un mammifère fait pour reconnaître des motifs dans son champ visuel? Ce qui est apparu au cours des siècles, à partir d'études empiriques, c'est qu'en fait, les mammifères, ils raisonnaient tout simplement par agrégation d'informations simples. C'est-à-dire qu'ils examinaient des petits éléments dans ce qu'ils voyaient, par exemple une petite barre horizontale, un petit coin, puis après ils aggloméraient ça, ils disaient la petite barre horizontale est à côté du coin, ils sont dans cette position, du coup au final, je reconnais tel motif, un peu plus évolué, et puis à la fin, ils reconnaissent c'est des formes plus complexes, qui sont donc les formes qui vous intéressent, donc dans ce cas-ci, juste un rectangle. Ça, donc, c'est à peu près l'état de l'art auquel on était arrivé au début du XXe siècle. Donc en fait, on remarquait tout simplement que le cerveau a une tendance naturelle à organiser des éléments séparés qu'il voit dans son champ de vision pour en faire un ensemble. Et pour identifier cet ensemble comme un motif qui a du sens pour le cerveau. Alors, ça fonctionne aussi quand en fait il n'y a pas vraiment de cohérence entre les différents éléments. Donc ici, vous voyez bien que les pixels noirs, juste ici, il y a quelque chose qui est formé, c'est un rectangle. C'est assez immédiat. Et vous pouvez regarder d'autres motifs qui sont moins faciles à reconnaître. Je pense par exemple au logo du BDS. Si vous le regardez, que vous enlevez le sigle BDS, en fait, vous avez basiquement 3 lignes courbes, blanches, sur fond rouge, qui ne veulent rien dire. Et pourtant, votre cerveau va avoir tendance à les organiser et à se dire, ensemble, elles forment une silhouette humaine. Et puis, vous voyez, avec la technologie aidant, on est arrivé à des études plus poussées. C'est-à-dire qu'avant, on regardait juste le comportement des animaux, et le comportement des êtres humains, quand ils observaient des choses. Et puis après, on s'est dit, plutôt que de voir comment ils réagissent, plutôt que de demander à des êtres humains comment ils réfléchissent pour reconnaître le motif, on va regarder directement là où ça se passe, on va regarder dans le cerveau. Et du coup, dans les années 60, il y a 2 scientifiques, Hubel et Wiesel, qui ont eu l'idée d'implanter des électrodes dans le cerveau des chats pour regarder comment les neurones étaient excités face à un stimulus visuel. Alors, très précisément, c'est ça en fait l'expérimentation qu'ils ont faite. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé un petit faisceau de lumière dans une zone bien localisée de la rétine. La rétine, c'est un tapis de cellules optiques qui recouvre le fond de votre œil. Et puis après, ils regardaient ce qui se passait au niveau des neurones. Et en fait, ils ont fait des observations qui étaient assez surprenantes, parce qu'à l'époque, de toute façon, à l'époque, ils ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait. Même maintenant, on a encore beaucoup de questions sur comment ça fonctionne. Et ce qu'ils ont observé, c'est que quand le faisceau touchait une zone bien précise de la rétine, en général, en fait, sur une toute petite zone, ça pouvait lancer l'activation de messages chimiques envoyés par quelques neurones, 1 ou 2, juste des cellules complexes qui réagissaient au stimulus d'une zone très précise. Et puis quand on s'écartait un peu de cette zone, là le signal s'inversait en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer un message d'activation, les neurones en question, ils envoyaient un message d'inhibition. Ils disaient « je vois rien ». Et puis après, quand on s'éloignait encore, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, basiquement, ça veut dire que dans votre rétine, vos cellules, elles vont réagir face à des directions très précises. Et en fait, le signal qu'elles vont envoyer, c'est globalement +1, -1 ou 0. Ça, c'est la reconnaissance de motifs ponctuels. Et c'est très important parce qu'en fait, a priori, c'est pas ce qui vous permet de voir et de reconnaître des motifs. Parce que si vous regardez dans une direction très précise, vous n'allez jamais pouvoir voir un motif dans son entièreté.
vous allez voir quelques pixels de votre champ de vision, et puis vous n'avez rien d'autre pour en déduire quoi que ce soit. Le truc, c'est que, en fait, ça, c'est des motifs élémentaires que vous allez repérer, mais que votre cerveau ensuite va devoir traiter pour pouvoir les agglomérer. Pour pouvoir dire, dans cette direction, je vois quelque chose, dans une autre direction, d'autres cellules de la rétine me disent que je vois encore autre chose, et en fait, si je combine ces observations, peut-être que ça veut dire qu'il y a un vrai motif dans mon champ de vision. En fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui a mis plusieurs décennies avant d'être bien établi, bien confirmé, à la fois par expérimentation et à la fois par l'observation plus en profondeur des mécaniques neuronales. Donc, en fait, actuellement, ce qu'on sait, c'est que c'est comme ça que fonctionnent les cerveaux des mammifères. Vous avez une partie du cerveau qui commence par reconnaître des petits traits dans des zones précises du champ de vision. Donc ça, c'est ce que faisaient les neurones observés dans le cortex des chats. Et donc c'est ce qu'ont observé Hubel et Wiesel. Et après, et ça, ils s'en doutaient pas, ils s'en doutaient vaguement, mais ils étaient incapables de les montrer, c'est que dans d'autres régions du cerveau, des régions supérieures, vous avez une agglomération des signaux. En fait, ils sont agrégés de manière à pouvoir deviner qu'il y a des motifs plus complexes qui sont formés. Vous combinez des traits, etc. Et puis après, vous formez des formes géométriques plus complexes. Et à partir de ça, à la fin, vous pouvez basiquement reconnaître des signaux aussi complexes que vous voulez. Donc ici, un visage. Du coup, ça, en fait, ça nous permet de trouver une architecture pour notre réseau de neurones. Si on veut faire un réseau de neurones qui fait la même chose, c'est-à-dire qui reconnaît des images, en fait, on va lui demander de trouver d'abord les petits éléments. Donc ça sera les premières couches du réseau de neurones qui vont faire ça. Donc elles agiront comme les cellules qui étaient excitées dans le cortex des chats, dans l'expérience du Hubel et Wiesel. Et puis après, vous allez avoir d'autres couches dans votre réseau de neurones qui, elles, seront chargées de fusionner ces petits signaux pour en déduire l'existence de motifs plus compliqués. Alors ça, c'est précisément ce qu'un scientifique s'est dit. Il s'appelait Fukushima, il a inventé ce qui est le premier CNN, et qu'on appelle le néocognitron de Fukushima. Donc c'était déjà une vingtaine d'années après les expériences du Hubel et Wiesel. En fait, on sait qu'il s'en a inspiré. Alors, je ne saurais pas vous dire comment il a réussi à mettre la main sur un papier, parce que pour rappel, Hubel et Wiesel, c'était deux biologistes. Fukushima, lui, c'était un informaticien. Mais d'une manière ou d'une autre, il a fait un réseau de neurones qui faisait en fait ce travail de reconnaissance d'image. Et donc ce qu'il faisait, c'est exactement ce que je vous présentais dans la slide précédente, c'est-à-dire qu'il y avait des premières couches, qui répondaient à des tout petits stimuli, donc des stimuli élémentaires qui ne font pas de sens pour le cerveau humain. Et puis après, les couches suivantes se chargeaient d'agglomérer ces stimuli, et les superposer pour recomposer des formes un peu plus développées. Donc ici, vous voyez dans la première couche, vous avez seulement des petites taches, puis là vous avez des plus grosses taches quand vous les mettez côte à côte. Et là, vous commencez à former des traits, des courbes, et puis à la fin, vous arrivez à la forme complète de ce que vous essayez d'observer. Donc ça, sur la gauche, c'est l'architecture du néocognitron de Fukushima, c'est-à-dire que c'est l'architecture du premier CNN. Donc son travail, c'était de reconnaître des chiffres qui étaient donnés sous une forme de tableau de pixels. Donc c'est un problème assez connu, le problème MNIST. Normalement, on vous l'a déjà mentionné dans une autre formation. Tout ça, c'est bien joli. Mais en fait, on ne sait toujours pas comment reconnaître les motifs. Parce que là, je vous dis à chaque fois, oui, on a un neurone qui va reconnaître un petit motif, tout se passe bien, il envoie l'information aux autres neurones qui feront leur taf. La question, en fait, c'est mathématiquement, comment est-ce qu'on reconnaît un motif? Comment est-ce qu'on va dire à notre ordinateur de reconnaître un petit trait, un coin, etc. La réponse, vous la verrez en cours de traitement du signal. Et moi, je vais vous donner un petit aperçu en avance. En fait, ce qu'on fait, c'est du filtrage. C'est-à-dire qu'on nous donne un signal, et on va le filtrer par une opération qui s'appelle la convolution, de manière à pouvoir en déduire la présence ou non de caractéristiques dans ce signal. Donc je vais commencer par parler plus précisément de signaux qui sont des images. Ça peut être appliqué à d'autres cas aussi, par exemple du texte ou du son. Mais là, les images, en fait, historiquement, c'est comme ça que ça a été fait, et puis c'est beaucoup plus visuel.
Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait mathématiquement donc, pour filtrer une image. Et puis après, on va parler de quelques paramètres en plus qu'il faut prendre en compte parce que, mine de rien, à un moment donné, on doit implémenter notre CNN et on ne peut pas juste sortir des formules mathématiques. Pour filtrer une image, déjà, qu'est-ce que c'est un filtre? Ici, je vous ai mis des exemples de quatre filtres qui sont chacun paramétrés par juste une matrice, une simple petite matrice 3x3. Là, c'est le moment où je fais une petite pause. Je vous laisse réfléchir à la manière dont chacune de ces matrices paramètre le signal. Le filtre, pardon. Par exemple, si je prends la matrice tout à gauche, avec juste un 1 au milieu et des 0 autour, est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi cette matrice a cette tête-là et pourquoi le résultat, c'est une image qui est l'image originale? C'est-à-dire sans aucun changement apparent. Oui? Dans l'idée, c'est ça, oui. C'est très précisément ce que je compte dire par la suite. Là, on va rester sur les filtres, mais c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est... Donc l'idée, effectivement, c'est que pour chaque pixel, en fait, on va appliquer notre filtre à chaque pixel de l'image originale. C'est-à-dire on va choisir un endroit, par exemple juste ici, et on va dire, à cet endroit, je vais appliquer mon filtre. Mon filtre, c'est cette matrice 3x3. Et en fait, la manière dont on va l'appliquer, c'est qu'on va dire que chaque coefficient correspond à un pixel. On va superposer cette matrice avec une grille de 3 par 3 pixels, dont le centre est le pixel qui m'intéresse. Et ce que disent ces coefficients, c'est que je vais garder exactement la luminosité du premier pixel, enfin du pixel qui m'intéresse, qui est au centre, et je ne vais pas prendre en compte les pixels qui sont voisins. Je vais mettre des zéros à chaque fois. Donc ce que je fais, c'est une combinaison linéaire des luminosités de mes pixels. Et ici, c'est la combinaison linéaire triviale. Et puis après, si je veux faire un filtre qui n'est pas l'identité, en fait, je peux m'amuser juste à changer les coefficients de ma matrice. Si par exemple, je veux faire une combinaison linéaire où je vais garder majoritairement la couleur du pixel qui m'intéresse, mais où je vais aussi ajouter un petit peu de la couleur des pixels qui sont à côté, là, j'obtiens un filtre de flou. Donc ici, c'est un filtre de flou gaussien parce qu'en fait, la distribution des coefficients, elle suit une loi gaussienne. Et donc ce qui se passe, donc vous voyez l'effet en fait, pour chaque pixel ici a été mixé avec la couleur des pixels avoisinants. Et donc c'est ça la définition d'un flou. Mais s'il n'y a pas que des flous dans les filtres, vous avez aussi des effets qui vous permettent... Sharpen... j'allais dire déguiser l'image. Quelqu'un a la traduction de Sharpen en français, s'il vous plaît? Sharpen. Contraster. Non, c'est pas exactement du contraste. Ouais, rendre plus net. Je pense que c'est une bonne traduction. L'idée, effectivement, c'est que ici, dans ce troisième filtre, vous allez rendre plus net votre image en augmentant localement le contraste. C'est-à-dire que vous allez prendre un pixel et vous allez lui soustraire la valeur des pixels avoisinants. Donc, quand je parle de valeur, à chaque fois, c'est une luminosité qu'on peut exprimer dans un des trois canaux rouge, vert, bleu, par exemple. Et à la fin, donc, vous obtenez une nouvelle valeur de luminosité dont l'intensité vaut 1, parce qu'à chaque fois, la somme des coefficients de votre matrice vaut 1. Ça veut dire que globalement, l'image reste avec la même luminosité. Et donc, vous voyez, le changement, c'est qu'on a plus de contraste localement. Et puis, si vous augmentez cet effet, vous arrivez à ce qui s'appelle la détection de contour. Donc ça, c'est quand vous augmentez tellement le contraste qu'il n'y a qu'une seule chose qui va apparaître, c'est en fait les zones où vous aviez déjà un contraste préexistant, donc des fortes différences de couleurs. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on reconnaît parce que visuellement, c'est les contours de l'image. Oui. Alors, justement, je vais en parler dans 2 slides. Et donc, c'est ce qu'a dit ton camarade. En fait, on doit rajouter des valeurs autour de l'image. On rajoute des valeurs nulles en pratique. Est-ce que tout est bon pour les filtres? Ça va? Pas de réaction? Personne ne crie? Parfait. Je continue.
Du coup, maintenant qu'on sait comment filtrer une image, c'est-à-dire lui appliquer une fonction de manière à la transformer pour faire un peu ce qu'on veut, en fait, on peut réutiliser ce processus. Moi, j'ai caractérisé mes filtres avec des matrices de 3x3, mais de manière plus générale, je peux les caractériser avec un tableau quelconque de valeurs qui sont prises entre 0 et 1. Ici, mon filtre, ce sera ce tableau-ci. Vous voyez, sur la gauche, c'est du gris. On peut dire que c'est une valeur de, je sais pas, 50%. Et sur la droite, c'est du blanc. On va dire une valeur de 0%. Mon filtre, il ressemble à une séparation verticale. En fait, on va le voir plus tard, votre filtre, il ressemble en général au motif que vous essayez de révéler. Donc ici, si j'applique mon filtre à cette image, cette grille de pixels, bon là j'ai pas mis de la couleur, j'ai mis directement des chiffres, pour que vous voyez bien ce qui se passe, parce que là on fait des maths, ce que je veux voir apparaître à la fin, c'est toujours une bande verticale. Mais pas n'importe où, c'est-à-dire que ça, mon filtre, je vais l'appliquer à chaque pixel de ma grille, et donc j'aimerais avoir un résultat seulement quand je suis dans cette zone-là, où il y a effectivement une délimitation verticale, le motif que j'essaie de filtrer. Et quand je suis tout à gauche, là où il n'y a que des zéros, ou tout à droite, là où c'est uniformément égal à 10, je veux pas de résultat. Je veux obtenir quelque chose qui soit nul, parce qu'à ces endroits-là, il n'y a pas de séparation verticale. Et donc mathématiquement, en fait, on fait la même opération que tout à l'heure. C'est-à-dire que on prend notre filtre, donc ici j'ai repris une matrice de taille 3x3. Dites-vous que ça aurait pu être une matrice 4x4, 5x4, 6x7, vraiment tout ce que je veux en fait. Mais avoir des petits filtres, c'est plus intéressant, parce que là, je cherche j'ai pas besoin d'avoir plus de complexité en fait. Je cherche juste à détecter une ligne verticale. Et du coup, l'opération que je veux faire, c'est combiner l'image avec mon filtre pour obtenir ce tableau. Oui. Justement. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'est l'opération qu'on veut faire. Je pars d'une image, je pars d'un filtre qui représente le motif que je veux obtenir, et à la fin, le résultat que je veux voir, c'est quelque chose comme ça, avec au centre, donc dans ce cas-ci, au centre, une magnitude élevée pour me dire que j'ai reconnu quelque chose, j'ai reconnu une séparation verticale, et puis sur les côtés, une magnitude nulle, parce qu'il n'y a rien dans mon image, à cet endroit-là. Et donc ça fonctionne exactement comme pour les filtres que je vous ai montrés sur les images avec des pixels. C'est-à-dire qu'en fait, on va multiplier coefficient à coefficient, les coefficients du filtre en les superposant avec ceux de l'image. Donc ici, vous voyez, j'ai surligné une zone dans l'image, donc une zone qui fait exactement la taille de mon filtre. Donc imaginez que je vais multiplier le 0 tout à gauche par ce coefficient-ci, le 0 du milieu en haut par ce coefficient-ci, etc. Donc je multiplie les deux matrices, celle-ci et celle en surlignée, coefficient par coefficient. Ça s'appelle un produit de Hadamard. Ça a quelques propriétés intéressantes, mais pas beaucoup. Et le résultat que j'obtiens en sommant tous ces petits produits, c'est 0. Parce que, ici, donc c'est un cas trivial, dans ma sous-matrice que j'ai extraite, j'avais que des zéros. Et puis après, je peux recommencer. C'est-à-dire que je peux décaler mon image, la sous-matrice extraite, d'un rang. Donc ça veut dire que mon filtre, je l'applique à cet endroit-ci, toujours le pixel central. Et donc là, le résultat que j'obtiens, en multipliant coefficient à coefficient et en sommant, c'est moins 30. Ce qui veut dire que quelque chose a été détecté. Formellement, en fait, je suis en train de faire un produit scalaire. Voilà. Et donc c'est ça la raison pour laquelle ça marche, c'est que votre produit scalaire, il vous retourne une magnitude élevée quand vous avez deux vecteurs, ici deux matrices, qui se ressemblent, composante à composante. Je peux continuer comme ça, en décalant à chaque fois d'une case. Et donc à la fin, là j'arrive au bout de la ligne, à la fin évidemment je descends d'un cran, et je recommence. Et comme ça j'établis toute une matrice de valeurs, et donc la matrice que je voulais avoir, c'est-à-dire avec des résultats qui correspondent à ce que je voyais dans mon image. C'est-à-dire que mathématiquement, j'ai montré qu'au milieu, j'avais un motif, sur la gauche, j'ai pas mon motif, et sur la droite, je ne l'ai pas non plus. Oui ? Ici ? Alors, c'est pas un produit matriciel... Oui ? On fait la somme. Alors, ce 0, c'est la somme de 10 fois 1 plus 10
fois 0, plus 10 fois moins 1, etc. pour tous les coefficients qui sont dans cette sous-matrice. Ou alternativement, pour tous ceux qui sont dans cette matrice-ci. Du coup, ici, vous avez une version animée, c'est un peu plus rapide pour voir comment ça se passe. Donc, l'idée, ça reste toujours la même. Vous avez votre filtre. Donc ici, à chaque fois, il se déplace. Vous l'appliquez. Donc là, les composantes du filtre ne sont pas données. Enfin, elles sont données en indice, mais bon, bonne chance pour arriver à les lire. Et puis après, vous avez une matrice qui est renvoyée. Donc, dans cet exemple, en fait, on arrive à deux choses qui avaient été dites juste avant. Il y a besoin parfois d'ajouter des cases autour de l'image initiale. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pouvez pas prendre en compte de manière correcte les pixels qui sont au bout de votre image. C'est-à-dire que ici, mon 2, si j'ajoutais pas des zéros autour, en fait, il serait utilisé qu'à un seul moment, quand je parcourrais toute mon image, c'est au moment où mon filtre serait superposé à cette zone-ci. Et puis après, en fait, où que j'aille, enfin, si je fais une opération, je serai toujours soit plus à droite, soit plus en bas. Donc mon 2 tout en haut, là, il sera jamais réutilisé. Et pour éviter ça, donc cet effet de bord, on rajoute des coefficients autour. C'est ce qui s'appelle le padding. En général, on rajoute des zéros. Et puis vous avez aussi, donc en fait, vous pouvez aussi jouer sur les paramètres de déplacement de votre motif. Moi, j'ai dit que je le faisais pixel à pixel. J'ai dit que j'appliquais mes filtres pixel à pixel. C'est vrai, mais en fait, on n'est pas obligé de le faire. On peut aussi, à chaque fois, se décaler de plusieurs pixels sur la droite, de plusieurs pixels en bas. Ça, c'est le stride. Et donc, dans cet exemple-ci, à chaque fois, il se décale de 2 pixels, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'ils ont un stride de 2. Notez que du coup, ça définit fortement en fait la taille de votre matrice en sortie. Si vous avez un stride de 2, vous allez avoir 2 fois moins de lignes et de colonnes que si vous aviez un stride de 1. En fait, vous avez une formule qui relie la taille de votre image initiale, la taille de votre motif, le stride, le padding et la taille de votre matrice de sortie. Voilà. Vous pouvez la trouver, mais bon, ça, c'est pas une formule très, très compliquée. Enfin, c'est un truc linéaire, mais c'est juste qu'il faut pas oublier de prendre en compte ça. Donc, c'est-à-dire le fait que la sortie de votre convolution dépend beaucoup des paramètres que vous utilisez. Est-ce que vous avez des questions sur la convolution là? Non? Parfait. Donc du coup, on a vu comment mathématiquement, on pouvait obtenir à partir d'une image une matrice qui m'indique où sont dans mon image initiale des motifs. Enfin, toujours, en fait, les occurrences d'un motif précis que je cherche. Et on a vu dans la deuxième partie comment est-ce qu'on pouvait faire une organisation systématique de la manière dont on reconnaissait des motifs. C'est-à-dire en partant de petits motifs, puis de plus grands. Bah, du coup, on a tout ce qu'il faut pour faire un CNN. C'est-à-dire que vous assemblez les deux parties qu'on a vues, et là, vous avez votre algorithme. Il y a quand même quelques petites choses à voir. Oui. Oui. En fait, le motif que tu vas chercher à reconnaître dans ta première couche de neurones, en général, c'est un motif élémentaire comme une toute petite ligne. Et puis après, quand tu vas aller plus loin dans ton réseau de neurones, tu vas appliquer des couches de neurones successives. En fait, une fois que tu auras reconnu des petites lignes, tu vas chercher à les combiner entre elles pour reconnaître des lignes plus grandes, ou des angles, ou des courbes, etc. Et après, une fois que tu as ça, tu peux commencer à reconnaître des formes plus complexes encore. Tu peux reconnaître donc des rectangles, des cercles, des chiffres, etc. Et parce que l'idée, c'est qu'on va pas appliquer on va pas appliquer nos motifs, notre recherche de motifs à la même image. On part de l'image qu'on avait initialement, on recherche des petits motifs dedans, et puis après, ça nous fait une nouvelle image. Donc c'est la grille qui a en sorti la convolution. Cette nouvelle image, en fait, c'est une cartographie des petits motifs, donc par exemple les lignes. Et dans cette cartographie, on peut rechercher où sont les lignes proches pour en déduire où sont les angles, les coins, etc. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on reconnaît des motifs plus complexes, jusqu'à la fin où on arrive, si tout se passe bien, à une carte qui vous dit est-ce que vous avez dans votre image initiale un 6, un 7, un 8, un 9, un chat, une voiture? Oui.
Alors non. Du coup, en fait, alors si on revient à l'exemple que j'avais donné, donc toi, ce que tu veux faire, c'est en fait ce filtre-là, mais dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas si on mettait que des 1 au milieu et des 0 autour? En fait, le motif que tu reconnaîtrais à ce moment-là, ce serait juste le fait qu'il y a une bande qui est uniforme. Voilà. Et donc, donc c'est pas forcément une ligne. Alors que ici, le fait d'avoir des coefficients -1 d'un côté et 1 de l'autre, en fait, ça fait le fait que mon motif il va reconnaître un contraste localement. Il va me dire, j'ai une partie qui est différente d'une autre. Ah, ça dépend. Si je trace un rectangle au tableau là, un rectangle très large, est-ce que tu considères qu'à n'importe quel endroit dans ce rectangle, tu as une ligne? Ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est vraiment les contours? Voilà. Mais ça, c'est un détail. C'est la différence entre un contour et une ligne uniforme à l'intérieur d'un motif. Voilà. Dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est juste que globalement, globalement, ton motif, enfin ton filtre, il va ressembler à ce que tu veux trouver. Ici, tu as une organisation verticale. Et honnêtement, en fait, tu vas pas t'embêter toi-même à trouver les motifs. Tu vas les faire apprendre à ton réseau de neurones. Alors ça, c'est le point qui est très important et qui fait que les CNN sont aussi puissants, en partie. C'est fait que, donc, une fois qu'on a... je vais parler du pooling. Une fois en fait, qu'on fait architecture d'un réseau de neurones, on a tous les avantages des réseaux de neurones usuels qui s'appliquent, et notamment l'apprentissage. Mais du coup, ça, j'y reviendrai plus tard. À un moment donné, il faut quand même se poser la question des données, les données qu'on manipule. Je vous ai dit qu'on partait de notre image initiale, puis après on reconnaît par exemple des petites lignes. Et on a une nouvelle matrice, une grande matrice, qui nous dit où sont toutes les petites lignes verticales. Donc ça, c'est pour un motif. Puis si j'applique un motif avec des petites lignes horizontales, ça va me faire une nouvelle grande matrice qui me dit où sont les petites lignes horizontales dans mon image initiale. Et ainsi de suite pour chaque motif. Mais du coup, à force, ça me fait beaucoup de données. Parce qu'il faut imaginer qu'après, à chacune de ces grilles, à chacune de ces grandes matrices qui ont été sorties, et qui me disent où sont les lignes avec telle inclinaison, je vais à nouveau appliquer des couches de convolution. Parce que je vais essayer de rassembler toutes ces données. Du coup, j'ai une explosion de données. En fait, c'est exponentiel. Et donc, pour régler ce problème, on est obligé, quand on utilise des CNN, de mettre en place des couches qui vont réduire le nombre de données. Donc, ça s'appelle le pooling, et il y a deux méthodes qui sont très utilisées. C'est soit le max pooling, qui consiste à rechercher le maximum local de vos données, pour les synthétiser en une grille plus petite, et l'average pooling, qui consiste cette fois-ci à faire la moyenne. Ça vole pas très haut au niveau maths. Mais c'est parce qu'en fait, c'est tout simple, et pourtant ça marche. Parce que vous n'avez pas besoin de faire des choses plus compliquées, vu qu'en fait, toutes ces propriétés, ça correspond à des propriétés locales. C'est-à-dire que si vous vous trompez sur un ou deux coefficients côte à côte, là, si la valeur n'est pas exactement la même dans ces quatre grilles, c'est pas grave. Que vous retourniez 15 ou 16, l'idée est la même. Mais en fait, numériquement, ça va fonctionner. Parce que vous n'avez pas des grands écarts localement dans votre image, parce que justement, vous étudiez une image, donc vous avez une cohérence graphique. Et du coup, en fait, ça, c'est toutes les couches que vous allez mettre dans votre réseau de neurones. C'est-à-dire que vous allez faire de la convolution pour reconnaître des petits motifs, puis après, vous faites du pooling, parce que vous avez trop de données, et puis vous recommencez tant que vous voulez. Alors, tant que vous voulez, évidemment, vous allez avoir des limites. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire ça indéfiniment, parce que si vous ajoutez trop de couches dans un réseau de neurones, vous allez finir avec une très mauvaise précision. Mais dans l'idée, c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que sont données les architectures de réseaux de neurones actuellement. C'est-à-dire qu'on vous précise le nombre de couches de convolution avec les motifs qui sont appliqués. On vous donne la méthode qui est utilisée pour le pooling. Donc ici, c'est du max pooling. La taille des motifs. Parce que donc ça, pour rappel, c'est ce qui vous permet de calculer la taille de la sortie de votre couche de convolution. Et donc la taille qu'il faut donner en entrée à la couche suivante. Et puis qu'est-ce qu'on a? Et puis à la fin, bien sûr, on termine par une couche qui est pleinement connectée, parce qu'en fait, comme vous pouvez faire de la reconnaissance d'image, le résultat au final que vous allez donner, c'est des probabilités. Un vecteur de probabilité qui vous dit, à quelle probabilité j'ai reconnu telle chose, un chat, un oiseau, un bateau.
Ici, j'ai repris l'exemple de la détection de chiffres dans une image. Donc en fait, ce que je veux obtenir en réponse, en sortie de mon réseau de neurones, c'est un vecteur qui me dise avec quelle probabilité j'ai reconnu le chiffre 0, avec quelle probabilité j'ai reconnu le chiffre 1, etc., etc. Et dans le cas idéal, en fait, je veux qu'une des composantes de ce vecteur soit très élevée, par exemple à 0,95, et que toutes les autres soient très faibles, en dessous de 0,1. Et là, je pourrais dire que le chiffre associé à la composante a été reconnu. Donc ça se généralise, bien sûr, à d'autres choses que des nombres. Vous pouvez imaginer un vecteur avec une centaine de composantes qui correspondent à des animaux, chat, oiseau, chien, poisson, lapin, etc. Mais dans l'idée, ça reste la même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez retourner un vecteur de probabilité, et en fonction des composantes de ce vecteur, vous allez indiquer si oui ou non vous avez trouvé ce que vous vouliez. Pour l'architecture des réseaux de neurones, je pense que normalement vous avez dû voir les bases de la présentation de l'architecture dans la formation des réseaux de neurones, c'est-à-dire le fait d'afficher graphiquement comme ça les couches côte à côte. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Oui. Alors, N1, le nombre de channels, ça doit être le nombre de... Alors, que je dise pas de bêtises. C'est une très bonne question. C'est le nombre de motifs qui sont appliqués, en fait. Dans chaque couche de convolution, on peut utiliser plusieurs motifs. Et vous devez aussi renseigner le nombre que vous utilisez, parce que ça conditionne la taille des données que vous avez en sortie de votre couche. Oui. Non. Alors c'est parce qu'en fait, à la fin, tu vas pas t'intéresser aux edges. Tu vas reconnaître des structures plus compliquées. C'est-à-dire que dans ta structure 4x4, à la fin, tu auras une matrice. Et disons que dans ta dernière couche de convolution, le motif que tu voudras trouver, par exemple, ça sera un rond. Et en fait, toi, on te dira, enfin, ce que cette couche va te renvoyer, la dernière, c'est est-ce que tu as un rond qui est là? Est-ce que tu en as un qui est là? Bon, là, je mets des 1. Je vais mettre des probabilités pour que ça vous parle plus. Disons que si ma couche de convolution, là, elle me renvoie que ici, avec une probabilité 0,8, j'ai un rond, ici, avec une probabilité 0,2, et ici, 0,0, bah, dans ce cas-là, je m'attends à avoir un chiffre qui a un rond dans cette zone-ci de son écriture. Et donc, je me dis que ça va être, alors vu qu'il n'y a pas de rond en haut, ça va sans doute être un 6. Ou un 9, pour ce que ça vaut. Un 9 qui a mal été fait. Voilà. Et en fait, je regroupe tout ça, et après, j'en déduis mon chiffre. Alors. Bon, du coup, avec tout ça, j'ai pas trop dit en fait les avantages des CNN, parce que jusqu'à présent, je les ai présentés comme des réseaux de neurones classiques. En fait, leurs particularités sont assez remarquables. Et puis, je vais vous parler de leurs applications, qui sont très générales. En fait, des CNN, vous en avez un peu partout maintenant dans différents domaines, médical, industriel, recherche, etc. C'est très utilisé et assez intéressant. Et puis, je ne vous parlerai pas de ResNet, parce que ça, en fait, ça fera l'objet d'une formation plus avancée ultérieurement. Si vous vous rappelez bien, ça, c'était une des slides que j'avais mis dans la partie histoire, ou biologie, je ne sais plus, qui vous disait que, biologiquement, en fait, le modèle dont a été inspiré les CNN, c'était un modèle de réponse des neurones à des stimuli ponctuels. C'est-à-dire que dans votre rétine, vous avez un stimulus visuel à un endroit précis, et dans votre cerveau, en réaction, vous allez avoir quelques neurones qui vont réagir. Du coup, en fait, comme on a fait nos CNN par analogie avec la biologie, on a une propriété qui est analogue dans nos CNN.
le fait que si vous prenez un pixel de l'image originale, votre première couche de convolution va l'utiliser, mais seulement pour calculer quelques valeurs de ce qui sera retourné en sortie de cette couche de convolution. Donc ici, si je prends ce pixel tout en haut à gauche, sa valeur va être utilisée pour faire, donc une fois qu'on aura passé le pooling, pour faire par exemple une case de ce qui sera ressorti. Et ainsi de suite. En fait, ça fait que si vous tracez les connexions des neurones dans votre réseau à convolution, en fait, vous avez très peu de connexions. Parce que chaque neurone est connecté à autant de neurones de la couche suivante que vous avez de grilles dans votre filtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en soi, ça n'a pas d'importance, c'est pas quelque chose qu'on pourrait remarquer, mais si vous y repensez, les réseaux de neurones plus classiques et les réseaux de neurones denses, ils partent pas de cette hypothèse. Dans les réseaux de neurones denses, en fait, vous dites que chaque neurone d'une couche peut être connecté à tous les neurones de la couche suivante. Et ça vous fait un nombre énorme de connexions. Ça vous fait du taille de la couche, puissance le nombre de couches, a priori. Donc, pour donner un ordre de grandeur. Alors que ici, ça vous fait le rapport taille du filtre sur taille de la couche, le tout à la puissance du nombre de couches. Donc, encore une fois, c'est en supposant que toutes les couches sont de la même taille, par exemple. Et du coup, ça veut dire que le nombre de connexions que vous utilisez dans votre CNN, il est largement inférieur au nombre de connexions utilisées dans un réseau de neurones denses. Donc ça, c'est le fait que l'information est transmise localement et n'est pas transmise à toute une couche. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est remarquable, en fait? C'est parce que ça va entraîner une grande efficacité en termes de complexité. Vous allez avoir beaucoup moins d'opérations qui sont faites, dans le sens où vous n'avez pas besoin de transmettre une donnée à tous les neurones de la couche suivante, et vous allez gagner aussi forcément en termes de mémoire. Parce que chaque connexion entre deux neurones, en fait, c'est aussi un poids qu'il faut enregistrer. C'est le poids c'est des poids, des paramètres de votre réseau de neurones qu'il faut enregistrer, qu'il faut entraîner, etc. Et donc vous gagnez de la place et du temps. Vous avez un CNN. Notez aussi que si les CNN sont utiles, c'est aussi parce que du coup ils bénéficient de tout ce qui est déjà utilisé dans les autres réseaux de neurones. Donc par exemple, vous avez l'apprentissage, avec les méthodes de rétropropagation du gradient, etc., que vous avez vu dans les autres formations. En fait, vous pouvez faire apprendre à un CNN non seulement les paramètres de ces couches, mais surtout, en fait, ses filtres. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous embêter vous-même à trouver quel filtre quel motif il faut trouver. Vous n'allez pas décomposer une voiture en plein de petites lignes en disant je veux une ligne ici, je veux une ligne là, et si tu as ça et ça, tu me dis que tu as une voiture. Vous allez laisser en fait votre réseau de neurones le faire lui-même. Il va apprendre tout seul les motifs, et puis après il va faire le taf. Et c'est ça qui est excellent dans les CNN. Il n'y a pas que ça. Je reviens sur les chats. On a passé beaucoup trop de temps sur nos slides avec des chats. Votre réseau de neurones, imaginons que vous lui apprenez à reconnaître un chat, enfin des chats en général. Donc il sait reconnaître le chat tout en haut à gauche. Mais en fait, comme c'est un CNN, donc lui il va reconnaître votre chat en disant en comparant la position relative de certains éléments constitutifs du chat. Il va vous dire j'ai un œil là, j'ai un œil là, j'ai un œil juste en dessous. Ça ressemble quand même déjà beaucoup à un visage de chat. Et du coup, ce qui fait que si vous changez un peu les pixels de votre image, notamment la luminosité, il va toujours réussir à reconnaître votre chat. Alors certes, il vous dira que c'est une probabilité, la probabilité que ce soit un chat est un petit peu plus faible, mais il va réussir à le reconnaître. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'un réseau de neurones dense, lui, il va pas réussir ça du tout, en fait. Il va échouer lamentablement. C'est pareil si vous changez de perspective. Et si vous recadrez votre chat. Ici, votre chat n'a pas de queue. Du coup, un réseau de neurones dense, il va vous dire « Non, ça marche pas, il n'y a pas de queue, c'est pas un chat ». Par contre, votre réseau de neurones, il va vous dire « Ok, j'ai pas de queue, du coup, c'est un peu moins un chat, mais j'ai toujours le corps, j'ai des rayures, j'ai des pattes, j'ai des yeux, j'ai des moustaches, etc. Donc c'est quand même vachement un chat. » Et au final, ce qu'il va vous renvoyer, c'est que c'est bien un chat. Même si ça a été crop, même si la perspective a été changée, parce que c'est comme ça en fait que votre cerveau fonctionne, et c'est comme ça que le réseau de neurones à convolution fonctionne. Et puis je garde l'exemple le plus intéressant pour la fin. Ici, c'est une image de chat avec un flou. Bon, vous vous doutez déjà de la suite, le réseau de neurones, il va réussir à reconnaître le chat. Parce qu'il va toujours voir que ça, c'est plus ou moins un œil, ça aussi, ça c'est plus ou moins un nez, et du coup, au total, c'est plus ou moins un chat. Ici, l'image a été floutée avec un filtre qui s'appelle, donc c'est un peu particulier,
c'est un flou. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce type de flou? En tout cas, saurait le reconnaître. Comment? Alors, je crois pas que ça soit ça. Mais je suis pas sûr de la définition de parallaxe, je t'avoue. Non, il n'y a pas que l'arrière-plan. Si tu regardes l'œil ici, il est aussi flouté. Bon. Si vous regardez de plus près, vous voyez que la pupille, enfin, le petit reflet de lumière, il a été dédoublé. Comme si en fait il se déplaçait de gauche à droite. Si vous regardez la fourrure, vous voyez qu'en fait il y avait des rayures, mais elles ont été un peu gommées. Et en fait, les poils, ils apparaissent que quand ils sont orientés horizontalement. C'est pareil ici aussi en bas, c'est pareil au niveau des moustaches. Si j'augmente l'effet de flou, c'est encore plus visuel. Bon, là, ça ressemble plus du tout à un chat. Et je vous garantis pas qu'un réseau de neurones réussirait à deviner que c'est un chat. Mais là, vous comprenez ce qui se passe, en fait. Tous les pixels ont été translatés de gauche à droite pour faire une espèce de flou. Ça s'appelle un flou de mouvement. Et c'est le flou que vous observez quand une personne en face de vous est en train de bouger. Quand vous prenez une photo de mauvaise qualité, parce que quelqu'un est en train de bouger, c'est le flou que vous allez observer sur votre appareil portable. Et donc, votre réseau de neurones, la convolution, en général, il arrive à déjouer, en fait, il arrive à repérer que c'est un chat malgré le flou directionnel, quand il n'est pas trop prononcé comme ici. Et surtout, il est capable de détecter les paramètres du flou directionnel, qui sont ici donc l'intensité avec laquelle il est appliqué. Et ça, c'est très utile, parce qu'en fait, c'est une mesure de la vitesse de l'objet. Tout simplement, là, donc j'ai dit que j'avais appliqué un flou au chat, mais cette photo, je l'aurais aussi obtenue si le chat, je ne sais pas comment, avait bougé très très vite de gauche à droite, pendant que je prenais une photo de lui. C'est pareil pour d'autres objets. C'est pareil pour des bateaux. C'est pareil pour toutes les figures que vous observez avec des satellites. Si jamais vous avez des flous de mouvement que vous êtes capable de détecter, si jamais vous faites du traitement d'image généralisé avec, par exemple, des voitures, si vous avez un radar qui observe des voitures, vous allez avoir ce genre de choses. Et pour comprendre en fait ce qui se passe, pour détecter le flou de mouvement et trouver ses paramètres, vous pouvez utiliser un réseau de neurones à convolution. C'est juste un exemple d'application, mais en fait c'est vraiment utilisé. Voilà, c'est un peu exotique, mais vous pouvez utiliser votre réseau de neurones à convolution pour deviner la vitesse donc, de l'objet que vous avez en face de vous. Et après, c'est utilisé en cartographie. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, mais donc ça a des vraies applications. Ça c'est juste une application parmi d'autres. Évidemment, vous en avez plein d'autres qu'en général vous connaissez en fait, ou alors que vous allez découvrir dans des cours. Donc bien sûr, il y a tout le traitement d'image. Ça, c'est tout ce qu'on a abordé en fait dans les slides précédentes. Mais vous avez la même chose pour des contenus qui ne sont pas des images. Le texte, ça a aussi une cohérence spatiale, tout comme les pixels d'une image ont une cohérence entre eux. Et donc, vous pouvez essayer de traiter du texte avec des CNN. Il y a d'autres réseaux de neurones qui font ça s'appelle les RNN, réseaux de neurones récurrents. Mais les CNN ils ont une certaine efficacité dans le traitement de texte. Puis vous pouvez faire la même chose avec la voix. Et puis ça en fait, vous en entendrez parler si vous allez dans la ST théorie des jeux. Vous pouvez utiliser des réseaux de neurones pour reconnaître ce qui se passe sur un échiquier ou sur un plateau de Go. Donc dans cet exemple, en fait, c'est tiré de... c'est une illustration du fait que AlphaGo, vous savez, l'IA qui a réussi à battre un champion du monde de jeu de Go, en fait, cette IA, elle utilise des réseaux de neurones. Comment est-ce qu'elle fait? Elle applique ces réseaux de neurones pour repérer des motifs récurrents dans la stratégie adverse, sur le plateau. C'est-à-dire que vous voyez des motifs, des combinaisons de pions, qui, d'une manière ou d'une autre, vont indiquer une stratégie sur le plateau. Et donc ça, c'est utilisé, alors bien sûr, c'est combiné avec beaucoup d'autres techniques. En théorie des jeux, vous avez plein d'algorithmes différents pour réussir à entraîner vos IA. Et parmi eux, donc, il y a les réseaux de neurones à convolution. Et puis, peut-être le plus spectaculaire, ça c'est un projet qui a été beaucoup demandé, c'est le transfert de style. Quand vous avez votre réseau de neurones, vous allez l'entraîner, et du coup, il va avoir des motifs qui sont entraînés. Et je vous ai dit tout à l'heure que les motifs, vous savez, les petites matrices qu'on utilise pour filtrer l'image, en fait, ils finissent par ressembler à ce qu'ils essayent de filtrer. Si vous essayez de filtrer une ligne verticale, vous allez avoir un motif qui à force va ressembler à une ligne verticale. Et puis si vous filtrez, je sais pas, des tableaux de Picasso,
bah, vous allez avoir des motifs qui vont en fait rassembler le contenu stylistique des tableaux de Picasso. Alors ça ne sera pas les premiers motifs dans les couches les plus basses de votre réseau de neurones, mais si vous allez dans les couches supérieures, votre réseau de neurones il va vraiment enregistrer des choses qui sont propres au style pictural, par exemple d'un auteur, donc Picasso. Et donc ça c'est très connu, vous avez, je pense que vous avez tous déjà dû voir sur internet à un moment une photo d'une image du quotidien qui a été transformée, refaite avec le style de Picasso, avec le style de Van Gogh, etc. Bah ça en fait c'est tout à fait possible avec les réseaux de neurones à convolution. L'idée basiquement c'est que vous utilisez deux réseaux de neurones, vous en avez un qui va extraire le contenu de votre image, donc ici un renard en train de sauter, et puis vous en avez un autre qui va extraire le contenu d'une autre image, donc elle n'est pas représentée ici mais c'est un tableau, ça va extraire le style avec lequel c'est fait, et en combinant les deux, en ajoutant le style d'une image au contenu d'une autre image, vous obtenez ce résultat. Je parle d'image, mais donc là c'est une vidéo, parce qu'évidemment vous pouvez le faire frame par frame. C'est assez efficace, au seul inconvénient que, comme vous voyez dans l'arrière-plan, ça glisse un peu. Voilà. Ça c'est quelque chose que vous verrez si vous êtes affecté au projet de transfert de style. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu vos affectations de projet. Oui. Okay. C'est un exemple de choses que vous pourrez faire. Voilà. Vous pouvez même trouver des codes sur internet pour le faire. C'est assez cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, grand silence dans la salle. Excellent. Alors c'est la fin de la présentation.